Coucou Sophie, Salut. ravi de t'avoir dans notre podcast. On s'intéresse aujourd'hui à ton histoire, à ton storytelling, et si t'es d'accord, on a quelques questions à te poser. Bon, je vais prendre sur moi, je vais y aller. J'aime pas me mettre en avant, mais allez, je joue le jeu. Ça va bien se passer. Alors moi, j'avais une question à te poser, dans un premier temps, pour comprendre un petit peu comment tu as grandi et quels ont été tes objectifs dans la vie. C'était quoi ton rêve d'enfant? Waouh, bonne question. Ah, ça commence fort là. Mon rêve d'enfant, moi j'ai toujours aimé être au contact, avec les autres. J'ai toujours aimé échanger et cetera, donc je me suis très longtemps cherchée. J'ai un parcours complètement décousu et un rêve d'enfant, ouais, c'était ça, c'était, être entourée, être avec les gens, peut-être les mettre en avant et cetera et bon, au final, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie sur le parcours. Ok. Et est-ce que tu avais une relation assez fusionnelle avec les autres ou tu étais Non. plutôt distante par rapport à... Alors, quand je dis ça, tout le monde rigole, mais moi, à la base, je suis une très grande timide. Je suis une introvertie. Je suis celle qui observe, qui avait le nez dans les bouquins et cetera, donc un peu le cliché de la première de la classe. Ok. Donc non, j'étais pas celle que tu remarques en premier quand tu rentres dans une pièce. Ok, donc pas forcément à te mettre en valeur. Non, Comment tu travaillais à l'école? T'étais très studieuse? bah, Ou... je faisais partie, des premières de la classe. J'ai Ah, fait du latin, ça en dit assez long. Non, j'étais vraiment le nez dans les bouquins et très introvertie, très, le syndrome de la bonne élève, comme on dit. ok. Donc t'étais quelqu'un d'assez connecté, fusionnel avec les gens. Comment est venue cette idée de créer une entreprise? Et tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à, tôt ou tard, te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, à la base, j'aurais adoré travailler dans tout ce qui est cinéma et plutôt tout ce qui est sous-titrage. Donc faire de la traduction et cetera. Donc j'ai appris plusieurs langues, j'en parle 3 en plus du français. J'ai fait un parcours de langue étrangère appliquée, mais j'ai très vite compris que moi, rester sur les bancs de la fac, c'était pas mon délire. Je pratiquais pas, je trouvais pas que c'était hyper pertinent pour moi, donc j'ai très vite voulu bosser et c'est là que la partie rock'n'roll commence. On va en venir. Parce que j'ai un parcours vraiment décousu, vraiment, atypique, on est très loin du cliché de l'entrepreneur qui est bardé de diplômes et cetera. Tu voulais faire quoi justement en sortant quand t'as eu ton bac? Si tu l'as eu déjà, parce qu'il Ouais, y a ouais. certains entrepreneurs qui n'ont pas le bac hein, aussi. Alors moi, j'ai un bac littéraire, je suis allée, Ok. directement en cursus de langue étrangère appliquée puisqu'après je voulais me spécialiser en traduction. Mais clairement le cursus me plaisait pas du tout, donc j'ai préféré aller bosser et c'est comme ça que j'ai commencé plutôt via un parcours plutôt tourisme. Je travaillais à la Cité de l'Espace, j'ai travaillé en aéroport et cetera. Je parlais constamment en langue étrangère et c'est quelque chose qui me plaisait. Mais pour autant, je sentais que c'était pas ce que j'allais faire tout au long de ma vie et l'entrepreneuriat m'a plu. J'avais commencé par créer une entreprise, notamment dans le tourisme, plus précisément tout ce qui est lié au métier qu'on peut trouver dans un aéroport. Donc il y a très peu de personnes qui savent ça. J'avais Ouais, créé c'est assez particulier comme, comme thématique, en c'est pas le fait, truc auquel on va penser de suite. et c'est ça. En fait, moi, j'ai travaillé aux aéroports de Paris en tant qu'agent d'escale et c'est quelque chose qui m'avait plu. Mais pour autant, je me voyais pas faire ça toute ma vie et j'avais envie d'entreprendre et je voyais qu'il y avait un besoin de formation là-dedans. Donc j'ai créé, une boîte là-dedans. 1re leçon en entrepreneuriat parce que clairement j'avais 20 piges, T'avais quelque 20 chose, ans? ouais, 20 ans ou à peine plus et très vite, en fait, j'avais pas les épaules pour ça, j'avais clairement sous-estimé tout ce que l'entrepreneuriat comprend. Donc avant d'aller, droit dans le mur, droit, Dans et l'incertain aussi, quoi. C'est un petit peu quelque chose que tu connais pas, surtout à 20 ans. Tu te dis, mais tu connais rien de la vie, surtout dans le monde professionnel. je me suis clairement lancée au talent. Pour autant, j'ai eu des clients, j'ai eu des premiers clients. J'avais, à l'époque, il y avait pas tous les logiciels, à l'époque, ça fait C'était tellement, quelle année, du coup? Pas indiscret. c'était au début des années 2000, quelque chose comme ça. Non, pas quand même. Aux alentours de 2010, quelque chose, ouais, je sais plus, bref, c'était il y a quelques années. Donc, ouais, Il y lancement des avait pas réseaux tout. sociaux, c'était pas encore le monde digital, Non, et il y c'était avait pas pas tous encore les les réseaux, outils. hein. Il y avait pas tous les outils d'automatisation et cetera, donc j'avais contacté toutes les structures pour faire financer les formations à la mano, mail par mail pour chaque région et cetera, donc c'était un travail assez colossal
Mais c'est très bien parce que ça permet aussi de comprendre, l'intérêt d'automatiser des tâches, du coup, dès l'apparition des outils d'automatisation. Clairement, j'étais la plus contente. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu as dû senti le besoin de t'entourer, tout de Non, suite ou tu t'es lancée toute seule ou tu as eu besoin de t'associer à quelqu'un? j'ai jamais été associée, je me suis lancée toute Waouh, seule, mais clairement, c'était, beaucoup trop, j'avais sous-estimé, comme je disais, la charge de travail et cetera et puis, au final, je me suis dit: «Attends, là, j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans», donc j'ai arrêté tout ça très rapidement parce que tout simplement, j'avais pas les épaules donc ça rejoint ce que je dis souvent. Entreprendre, tout le monde peut se lancer, mais pour durer, il faut quand même, ouais. être, préparé et là, c'était pas mon cas, donc je suis revenue au salariat. Et tes Hem, parents dans tout ça, tu vivais encore chez tes parents du coup à cette époque-là? non, moi j'ai quitté, la maison à 18 ans et j'ai D'accord, eu très vite, envie d'indépendance et d'accord. mes parents ont suivi ça, ils ont eu quelques sueurs froides, hein, parce que j'ai travaillé en aéroport, j'ai travaillé à la Cité de l'Espace, j'ai travaillé en agence de voyage et j'ai essayé de créer ma boîte. Enfin, Très proactive quoi, très proactive, j'ai d'accord. clairement pas un profil lisse, j'ai pas un profil je suis restée 15 ans dans une entreprise et j'ai voulu me lancer, non pas du tout Mmh mh. et c'est à 30 ans que je me lance en tant que micro-entrepreneur et là, c'est le déclic et là, ça me plaît et je sais que je suis à ma place et que ça va évoluer, que ça prendra le temps que ça prendra. Mais cette 1re leçon avec cette première boîte, m'a beaucoup servi, justement à structurer, à pas partir dans tous les sens et cetera et ouais, c'est à partir de 30 ans que j'ai commencé à m'éclater dans ma carrière pro. D'accord, donc en autodidacte principalement, solitaire quoi dans ton Ouais, travail? moi, j'ai commencé en travaillant, bénévolement pour certains médias parce que moi, ma passion, c'est tout ce qui est écriture, transmettre un message. C'est, voilà, c'est créer du contenu, c'est relier les gens, via l'écrit, c'est mon talent à moi, hein et j'ai commencé en tant que bénévole pour certains médias et j'ai commencé aussi en créant des petits blogs, en faisant un peu de SEO, en me disant: Ça marche bien, là, le site, il est bien référencé, ça marche mal, donc ça, c'est une erreur». Et en fait, je me suis lancée à 30 ans, heu, Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a en t'a fait, vraiment qui t'a dit: «Ça y est, je suis l'entrepreneur»? je trouvais pas ma place dans le salariat, il y a rien qui m'animait plus que ça, donc je savais très bien que j'allais pas rester dans ces boîtes-là et en fait, le déclic, c'est une copine, un jour, je suis, au basket et c'est une copine de basket qui me dit: «Écoute, on cherche quelqu'un pour nous aider à rédiger des fiches produits, faire des petits contenus et cetera. Si tu te lances, Sur on la s» com du club du coup? pas Ou du sur tout, de son sur entreprise à sur elle? l'entreprise dont elle était OK, salariée, pardon. Et elle m'a dit: «Si tu te lances, on te fait bosser» et je me suis dit: «Bah, après tout, micro-entreprise, il y a pas de risque, en fait, pour créer une micro-entreprise» et je me suis dit: «Bah, allez, on y va» et c'est parti. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. donc avec une relation d'amitié quand même avec Ouais, quelqu'un qui t'a entraîné un peu dans oui. ce domaine-là quoi? Alors j'ai appris aussi que les gens qui te disent: «Je vais te faire bosser», c'est ceux qui te font le moins bosser. Mais là, coucou Manon, elle a participé au lancement de cette aventure et oui, elle a fait partie de ceux qui m'ont dit: «Je vais te faire bosser» et qui m'ont fait bosser, qui m'ont longtemps fait bosser d'ailleurs. D'accord. Donc tu fais quoi, aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce que tu fais, au quotidien? Si tu Aujourd'hui, pouvais résumer ça en une phrase, que sorte à ce que tout le monde comprenne. ah ben là, je suis passée de freelance à CEO puisque j'ai fondé Isanka. Isanka, c'est l'agence de communication couplée à un studio audiovisuel. Donc clairement, on aide les entreprises à communiquer sur le web, à leur donner la visibilité qu'elles méritent, que ça soit à travers l'éditorial, le social media ou la création de contenu audiovisuel. OK, bah, c'était très clair. Je vais te poser cette question, mais tu auras tout le temps d'y répondre si tu te sens pas prête d'y répondre maintenant. C'est si tu devais te présenter en 3 mots, au lieu de dire une phrase, de dire en 3 mots, comment quels mots tu choisirais? Me présenter en 3 mots, je dirais, résilience, parce que, j'ai eu des coups durs et malgré tout, je suis toujours là et je pense qu'un entrepreneur, s'il est pas résilient, c'est mal barré. Donc moi, je dirais en 3 mots, ça serait la résilience, l'audace et un peu de fun. Oh, OK. Ça m'a surpris le dernier, je m'attendais pas à ça. Ouais, je suis celle qui pop comme ça et qui peut te sortir la petite punchline qui va bien, qu'on n'attend pas, donc ça aussi, ça peut me résumer d'ailleurs. Est-ce que, au long de ta vie ou même de ta carrière professionnelle, tu as eu des inspirations? Il y a des gens qui t'ont vraiment poussé, Alors dans mon entourage proche, non, parce que clairement dans ma famille, il tes y tes a parents, ils étaient
Mes parents Ils étaient faisaient quoi? salariés, donc de base, non. Et par contre, ce qui est très drôle, c'est que mes parents ont 3 enfants et les 3 sont à leur compte. Donc Ah, il y a quand même un truc génétique ou dans il le y a un sang. truc en fait, mes parents, par contre, nous ont inculqué, la valeur du travail et de mériter les choses. Je fais partie de la génération où quand on disait: «Tiens, j'aimerais bien partir avec les copains et les copines en vacances», ben, nos parents, au lieu de nous financer les vacances comme ça, ils nous disaient: «Bah, attends, là, il y a ça à faire, il y a ça à faire, ou va te prendre un petit job là et nous on complétera». Donc ça, par contre, la valeur du travail et de mériter les choses, ça vient clairement de mes parents. Dans tout ce parcours-là, comment tu as vécu, si tu t'en rappelles, le 1er échec? Est-ce que tu as eu la sensation, la première fois de vivre un échec, tu l'as vécu comment? Alors des échecs, on en a tout le temps. Quand on est entrepreneur, ça fait partie du jeu. Il y a des doutes, il y a des victoires, il y a des échecs. Moi, les échecs, en France, on dit beaucoup: «Ouais, lui, il a échoué» ou «Elle a mal fait ci, elle a mal fait ça». Moi, je préfère dire: «C'est des leçons». Donc quand je fais face à une situation qui est un échec, je me dis: «OK, c'est quoi la leçon derrière ça?» Et je m'en sers pour rebondir par la suite. Donc je sais que j'aurai d'autres échecs, donc d'autres leçons et je suis complètement OK avec ça. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment, la différence entre les Français et les Américains, c'est que les Français ont vraiment une vision, négative de l'échec. Oui, Tandis que les Américains vont valoriser l'échec, oui, c'est limite un tabou, c'est limite une honte alors que, ben, non, carrément. c'est complètement OK de se prendre les pieds dans le tapis. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais derrière, en fait. Top, carrément. Et moi, je m'intéresse beaucoup à c'est pour ça que je t'ai demandé avec qui tu t'étais entouré, parce que l'entourage dans la vie de tous les jours, c'est quand même super important, l'équipe dans laquelle tu travailles. Comment tu as su, t'entourer sainement avec des gens qui t'apportaient plus d'énergie qu'ils t'en prenaient? En fait, moi, j'ai 3 valeurs: la confiance, l'entraide et la transparence. Donc moi, je suis le genre de personne, je vais te donner ma confiance, il y a aucun souci. Par contre, c'est pas, tu pas un nombre de chances Mmh. illimité, en fait. Donc c'est OK, on fait tous des erreurs des fois, on est maladroit et cetera, donc ça, c'est encore différent. Mais si je sens que la personne en face match avec ces valeurs-là, je lui donne une chance et voilà. Et après, Et pas 2 quoi. Pas deuxième chance. il peut y en avoir une deuxième, mais à la troisième, ça va être plus compliqué, je peux me je peux un peu me braquer, on va dire, et du coup, c'est compliqué de me faire marche arrière. On a tous nos limites, on a tous notre quota de patience, hein. Et est-ce que tu crois au destin? Je me dis qu'il y a pas de hasard. Que ça soit, quand on a quelque chose de positif ou négatif qui nous arrive, il y a pas de hasard. Donc faut faire confiance et il faut pas être tout le temps dans l'hyper contrôle. Il faut savoir lâcher prise et se dire: «Beh, si cette situation ou si cette personne arrive dans ma vie à ce moment-là, c'est peut-être pas pour rien et c'est complètement OK». Comment tu fais face, par exemple, quels sont, les moyens que tu utilises pour faire face à des situations difficiles à vivre? Te détendre, pour penser à autre chose, peut-être pas être tout le temps dans le travail? Le lâcher prise, alors ça, c'est quelque chose que je travaille parce que, ben, en fait, ma boîte, c'est un peu ma revanche sur la vie. Je sais que tu vas y venir là-dessus. On y vient. Ma boîte, c'est ma revanche sur la vie, donc je sais que j'ai parfois du mal à prendre de la distance, mais j'y travaille. Et ben ouais, ben heureusement qu'il y a l'entourage qui permet de déconnecter un petit peu. Il y a aussi savoir, ben, comme je dis, faire un peu de détox digital parce que je travaille constamment derrière mes écrans ou avec les réseaux sociaux et cetera. Donc c'est pas rare que je fasse une journée, complètement sans écran, à prendre l'air ou quoi, et personne n'a de mes nouvelles. C'est normal, je déconnecte un peu. Ça fait partie de mes outils. Comment est-ce que tu vois justement cet univers-là du digital et son évolution dans les années à venir? Le digital, il est en constante évolution, ça, je l'apprends à personne. Maintenant, ce qui est bien, c'est de rester un peu en veille sur les nouveaux outils, sur ce qui se fait pour justement prendre le train en route. Je pense notamment à l'IA. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une menace. Moi, je le vois comme un outil. Bon, il y a des pratiques qui sont plus ou moins touchy, bien sûr, mais je le vois comme un outil. Il faut pas se braquer face à ces nouvelles choses. Par exemple, les automatisations, ça fait clairement gagner du temps et c'est pas pour autant que ça met des personnes au chômage, je pense pas. Donc faut suivre un peu les tendances et Ouais, je vais te dire une phrase de vieux con, mais prendre le faut train. savoir vivre avec son temps. Une question un peu plus globale, si tu devais donner un conseil à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans l'univers de la communication digitale, que ça soit en freelance ou, dans ton équipe à toi, qu'est-ce que ça serait? Ose, tu rien à perdre, et au pire, heu
Libre à toi d'avoir un plan B ou d'improviser sur le moment, mais si ça marche pas, tu reviens en arrière. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses des études et du niveau de diplôme et par rapport à un niveau d'expérience professionnelle? Comment est-ce que tu fais le tri dans tout ça quand tu choisis quelqu'un dans ton équipe, par exemple? J'ai aucun problème à prendre quelqu'un dans mon équipe qui n'a pas de diplôme. Par exemple, qui a pas un bac+4 en marketing digital. Moi, la première, j'ai démarré, clairement en autodidacte, en mettant les mains dans le cambouis. La preuve, j'ai commencé une licence LEA que j'ai même pas finie. Ça m'a pas empêché de monter ma boîte et de comprendre le SEO et cetera. Donc quelqu'un qui est complètement autodidacte et qui est motivé et cetera, il a complètement sa place chez moi et quelqu'un qui veut, pour se rassurer, monter en compétences et avoir plusieurs diplômes, ben, c'est OK aussi. Je suis pas le genre de personne, si tu as pas un bac+4, tu viens pas chez moi, non, c'est pas la mentalité. On sait que le quotidien de la vie d'un entrepreneur, c'est beaucoup de hauts et des bas. Mmh, Et on dit souvent que c'est des grosses personnalités, c'est des gens qui ont beaucoup de valeurs et qui savent justement tenir mmh. l'intensité de la vie que c'est. Est-ce que toi, il y a des trucs qui te font peur dire de façon générale dans ton travail? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur comme ça, qui te viennent à l'esprit? J'ai pas spécialement de peur, en fait. Comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il y a des fois où, bah, je vais avoir des victoires, je vais avoir des défaites, je vais avoir des leçons, je vais avoir des remises en question, c'est complètement OK. J'ai appris à jongler avec ça, ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur et ben ça, tu peux pas anticiper, tu peux pas tout prévoir et c'est OK et par contre, en tant qu'entrepreneur, si tu es pas prêt à admettre ça, t'as pas fini de te créer tes scénarios, de te mettre la rate au courbouillon et cetera et le burn-out va arriver très, très vite par contre. Est-ce que tu as déjà regretté une action dans ce que tu as fait depuis le début? Choix dans Non. un exemple en tête qui pourrait venir à l'esprit, un moment que tu aurais peut-être pu faire autrement? Il y a des fois où j'ai regretté de ne pas avoir plus écouté mon intuition. Clairement, l'intuition, c'est le radar, c'est, que ça soit pour des bonnes ou des moins bonnes situations. Parfois, je me suis dit: «Non, allez», je pense notamment à des personnes à qui j'ai donné une chance. Je me suis dit: «Non, allez, laisse-lui une seconde chance» et cetera et en fait, tu as le red flag qui clignote, l'intuition qui t'envoie des signes, mais et je me suis dit: «Non, allez, quand même». C'est plus ça ou des risques que j'aurais dû prendre aussi, des choses que j'aurais pu faire plus vite et plus tôt et bon, là, c'est un petit peu aussi du syndrome de l'imposteur, mais ouais, mon intuition me disait: «Vas-y» ou «Fais ça plutôt comme ça» et je me suis pas écoutée. Donc mon regret, c'est que maintenant, je m'écoute beaucoup plus. C'est que parfois, je me suis pas assez écoutée. On sait que dans ton parcours, il y a eu des hauts et des bas et Aïe, aïe, que aïe. il y a quelques années, ta vie a pris un virage assez violent et qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Si C'est tu la veux bien en séquence parler. émotion, c'est ça? Si tu veux bien en parler avec nous. Sortez les mouchoirs. En fait, moi, je me suis lancée en freelance en 2015. J'étais à Toulouse. Moi, il faut savoir que je viens de Toulouse, donc je me suis lancée en 2015. Je faisais de la traduction, je faisais de la rédaction web et cetera. Mais je savais que j'avais envie de créer quelque chose de plus gros, mais que c'était juste pas le moment parce que j'avais besoin de faire mes armes et de prendre en confiance aussi. Je commençais à aller dans des meet-up, à animer quelques meet-up et cetera et je voyais que ça me plaisait et mais pour autant, j'étais hyper trouillarde. Là, on va pas se chercher des excuses, j'avais la peur au ventre. Je savais que je voulais créer, quelque chose de plus gros, un lieu où il y aurait de la com, où il y aurait des échanges et cetera. Mais je me disais: «Non, c'est pas le bon moment». Tu sais, l'intuition C'est qui te jamais le dit: bon moment, hein, de toute façon. «C'est jamais le bon moment», mais là, quelque chose me disait: «Non, pas encore, c'est trop tôt, prends en confiance, fais tes armes» et cetera et je me suis dit: «Bah, la vie me mettra la situation au bon moment, je fais Et oui. confiance à la vie sur tout ça, il y a jamais de hasard». Bon, en 2020, 2019, j'ai eu des coups durs perso, hein. J'ai perdu, plusieurs membres de ma famille en très peu de temps et cetera, donc je me suis dit: «Ouh là, Toulouse, là, ça m'a renvoyé des images un peu trop négatives» et je me suis dit: «Ben, en 2020, je pars faire un tour d'Europe, je pars faire du nomadisme». Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler juste avec une connexion internet, le cliché du freelance, dans le Un digital peu. et je m'étais dit: «Ben, je pars au 1er février». Pourquoi cette date? J'en ai aucune idée, mais bon, soit.
Et quelques jours avant, le 23 janvier, la vie me dit non. Le 23 janvier, je tape une voiture sur l'autoroute. J'étais partie passer quelques jours chez un copain, salut Moutz, en Bourgogne. Et sur le retour, je suis sur l'autoroute à 1 kilomètre ou 2 de chez mes parents. Et je tape une voiture. La personne en face a pilé, pensant que la sortie d'autoroute était juste là, alors que pas du tout. Et moi, dans l'angle mort, j'avais un poids lourd. J'ai pas pu l'éviter, donc j'ai tapé la voiture. Par chance, pas de blessés, rien. C'est moi qui ai pris tous les dommages collatéraux, la voiture, etc. Mmh. Je me souviens que complètement par hasard, je me mets sur la bande de sécurité et il y a un camion qui arrive et je me dis tiens, il y a un poids lourd qui voit ça. En fait, non, pas du tout. C'était un employé des autoroutes du sud de France qui vient un peu m'aider. Il pensait que j'étais en panne. Je lui dis non, je tapais une voiture, je sais pas où ils sont, etc. En fait, ils étaient juste à quelques mètres. Voilà. Toi, ça allait encore à ce moment-là, t'étais pas, Moi, j'étais sous l'adrénaline, en fait. Je disais, je reviens de Bourgogne et j'avais un carton de vin, de bouteilles de Bourgogne. J'étais tracassée par l'état de mes bouteilles de vin et pas par mon propre état. Donc, j'arrêtais. Donc, en fait, j'arrêtais pas de me dire, mais mes bouteilles de vin, mes bouteilles de vin. Quand j'y repense, c'est un sketch, le truc. Il y a les gendarmes qui sont là, je leur dis, je veux voir mes bouteilles de vin, est-ce qu'elles sont pas cassées? C'était du bon vin, ça m'avait coûté une blinde. Et le gendarme me regarde, il me dit, soufflez. Il pensait que j'étais complètement beurrée, alors que pas du tout. J'avais très mal au dos parce que j'ai tapé, j'ai eu l'airbag qui s'est déclenché, etc. Mais moi, j'étais focus sur mes bouteilles de vin. Donc je souffle, il me refait souffler parce qu'il se dit, mais c'est un délire, elle a tapé une bagnole sur l'autoroute, elle est tracassée par ses bouteilles de vin. Je n'avais pas vu, je n'avais pas bu. Je ne bois pas, moi. Donc, plus de peur que de mal, au final, sur le moment, ouais, plus de peur que de mal. Tout le monde me dit, allez, c'est bon, rentrez chez vous. Ok, j'ai pas de pompier, rien. Et pourtant, je commence à dire, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, etc. Et c'est le lendemain que je vais aux urgences et on me dit, ouais, il y a une belle... En fait, j'ai eu le coup du lapin et donc j'ai eu une belle entorse au cervical. Enfin, bref... Mais ça va. Et bon, le Tour d'Europe, merci, bisous. Quelques semaines plus tard, quand je commence à aller mieux, il y a un petit truc qui s'appelle Covid qui s'installe et je me suis dit, bon, ok, là, je reçois un message, on va pas partir. De toute façon, c'était plié, le Tour d'Europe. Là, c'était merci, retour casse-départ. Et je me suis dit, en fait, je reste sur le fait que Toulouse et le coin me renvoient trop d'images négatives, et en plus avec celle-là. Et je me dis, il faut que je me casse. Il n'y a pas d'autre, faut que je me barre, il faut que je m'en aille. Et j'hésitais entre le Pays Basque ou la région Montpellier, etc. Et puis en fait, je me suis dit, allez, go Montpellier. Et je me suis installée pas très très loin de Montpellier. Je me suis installée à Sète où j'ai vécu 3 ans. Ok. Et si tu devais parler à Sophie il y a 5 ans, tu lui dirais quoi? Alors, sans mauvais jeu de mots, je lui dirais, attache ta ceinture. Ça va envoyer. Il y a une partie de moi qui a changé forcément avec cet accident. Mais il y a une partie de moi qui s'est réveillée et qui s'est révélée aussi. Et ma vie, elle a pris un bond mais monumental à partir de ce moment-là. Avant, j'étais plus la personne en retrait, qui faisait pas de bruit, qui aimait pas le conflit, qui culpabilisait limite de donner un avis, etc. Ça, maintenant, ça appartient au passé. Maintenant, Sophie, quand elle a un avis, elle le donne. Quand elle veut entreprendre, elle le fait. Si elle aime bien quelqu'un, on le sait. Si elle aime pas une situation, on le sait aussi. Sophie, elle est sans filtre, elle est entière. Et en fait, ouais, avec cet accident, je me suis jurée de ne plus jamais regretter quoi que ce soit. Et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Est-ce que tu associerais ça au fait que tu as peut-être, potentiellement, tu aurais pu mourir sur le moment? Oui. C'est peut-être ce déclic-là, au final, qui te Oui. fait reprendre. Tu as eu un peu ta deuxième vie, quoi. En fait, merci pour ça. Parce que je me souviens qu'il y a un des gendarmes qui me met la lampe torche en pleine tête et qui me dit, t'aurais dû mourir ce soir. Et il se retourne vers mes parents et il leur dit la même chose. Et ben non, Sophie, elle est toujours là et plus vivante que jamais. Et ouais, ça te remet les idées en place, en fait. Quand tu vis quelque chose comme ça et tu te dis, bon, là, on va peut-être arrêter d'avoir peur, on va peut-être arrêter. Je dis pas de partir du coup dans tous les sens, mais ce petit truc que tu as envie de faire depuis un petit moment, mais tu sais que tout peut s'arrêter comme ça.
Et du coup, tu y vas, tu le fais. C'est ta première vie qui commence quand tu réalises que t'en as qu'une. Je sais plus, ça me fait penser un peu à cette Waouh! citation-là. Ben ouais, c'est un peu ça, ouais, Ça ça fait un sert peu de ça. déclic et tu te dis: «Bon allez là, on y va, on la joue all-in». Donc au final, cet accident, c'était traumatisant, mais ça t'a attiré vers le positif par Oui, la suite. je sais qu'il y en a qui auraient fini en dépression et cetera, qui auraient dit: «Ouh là, je reste à la maison, je veux plus conduire, je». Moi, j'ai laissé le temps, j'ai accepté, et je me suis dit: «Bah, en fait, moi, ça m'a servi de déclic, en fait, pour au contraire me dire: "Beh, tout peut s'arrêter comme ça, ne regrette pas, vas-y"». Donc ouais, ça m'a donné une certaine force, en fait. Est-ce que, découlé de toutes les expériences que tu as vécues, tu as encore, j'imagine bien sûr, mais tu as réalisé des objectifs que tu avais dans ta vie, que tu avais fixés avec toi-même? Alors pas tout de suite après l'accident, parce qu'en fait, moi, sur le moment, pas de douleur, pas de blessure et cetera. C'est un peu plus d'un an après que là, j'ai des soucis qui apparaissent. Je commence à avoir des espèces de torticolis, des douleurs dans le dos et cetera et là, je suis à 7. Je suis une batterie d'examens, je fais des séances de kiné sur séances de kiné sur séances de kiné. Noémie, ma kiné, du coup, ben, on se connaît très bien, hein, on s'est vus toutes les semaines, pendant plus d'un an et la douleur ne partait pas et en fait, on me fait une batterie de tests et le 17 décembre 2022, second, coup dur, je rencontre un chirurgien à Nîmes qui me dit: «Ben là, c'est complicado, tes cervicales, elles sont dans un état pourri. Il faut opérer parce que, ben, tes séances de kiné, c'est bien, ça soulage la douleur, mais ça résout pas le problème». Donc j'étais un petit peu en train de perdre, la mobilité de la tête, l'usage des bras, ça devenait compliqué sur Ouais. certaines actions du quotidien. Donc ça nous amène ça, c'était fin 2021, pardon. Ouais, le 17 décembre 2021, je me souviens exactement de ces dates, hein. Et le 8 février, 2022, ouais, c'est ça, je suis opérée des cervicales et on me pose une prothèse et derrière, j'ai eu 7 mois de rééducation et en fait, pareil, la période de rééducation, mais ça te laisse tout le temps de réfléchir parce que tu peux pas faire tous les mouvements que tu veux, tout de suite, hein, puisque tu dois tout réapprendre. Donc j'ai profité de cette période pour faire un bilan de compétences avec Mélanie, qui est une voisine des bureaux, donc coucou Mélanie. Qui, en fait, je m'ennuyais un peu dans mon quotidien de freelance et puis, ouais, tout ça là, ça te fait réfléchir, tous ces coups durs et je savais plus par où commencer, par où m'y prendre pour, un peu venir me rebooster et rebooster ma carrière aussi et en fait, pendant ce bilan de compétences, ben, il y a un projet qui ressort, c'est ce fameux lieu dédié à la com, lieu, agence, je savais pas trop comment l'appeler et je lui dis: «Moi, je veux bien me lancer là-dedans, mais par contre, je sais pas, comment m'y prendre, par où attaquer et cetera. Là, j'ai clairement besoin d'être accompagnée» et c'est là qu'elle me parle des Premières Occitanie, qui est un incubateur dédié aux femmes porteuses de projets où et c'est cet incubateur qui va vraiment venir me donner l'impulsion et donc pendant la période de rééducation, je commence à intégrer l'incubateur des Premières Occitanie pour mieux structurer mon projet. Parce que j'avais une idée, mais ça partait un peu dans tous les sens et surtout, je savais pas par où l'attaquer parce que passer de freelance à créer quelque chose comme ça, c'est quand même un gap, énorme et j'avais pas envie de me planter, j'avais envie de faire les choses comme il faut et c'est comme ça que j'ai commencé mon incubation, auprès des Premières Occitanie. Ça m'a permis de structurer mon projet. Ça m'a permis aussi de me dire: «Ouh là, ce que je veux faire, c'est bien beau, c'est ambitieux et cetera», mais ça m'a permis de mettre en place une roadmap. Ça m'a permis de prendre confiance, d'aller défendre mon projet et c'est aussi, les Premières Occitanie avaient organisé un pitch à la fin de mon parcours d'incubation et là, il y avait, la métropole de Montpellier, il y avait le BIC aussi et ils sont bien venus me challenger donc en fait, c'est important pour moi de les mentionner parce qu'ils m'ont permis aussi, à travers cet exercice du pitch, en étant là à me challenger un petit peu, en me posant des questions, ils m'ont permis aussi de venir, travailler un peu mieux mon projet pour la suite et donner, vraiment l'ambition que je voulais et ils sont venus chercher ça aussi à travers les questions et du coup, j'ai rempilé pour 6 mois de plus avec les Premières Occitanie pour, ça y est, j'ai mon projet, il est lancé. Je vais aller chercher mes premiers clients et aussi je veux ouvrir un studio et mine de rien, ouvrir un studio, ben,
c'est pas si facile quand tu as une entreprise qui est toute jeune parce que moi, Isanka, je l'ai fondée en mai 2023 et moi, je savais que je voulais mon studio, sauf que quand tu as une boîte qui est toute jeune, on ne sait pas où elle va et cetera, pour trouver un local, c'est compliqué. Et du coup, j'ai pu m'installer ici Donc et Cap Omega, au final, c'est le premier incubateur qui a accepté de alors t'accompagner en termes de locaux. Cap Omega n'est pas un incubateur. Cap Omega, avant, c'était le bâtiment où il y avait le BIC. Le BIC est maintenant à la Halle de l'Innovation. Cap Omega, c'est devenu un peu une pépinière d'entreprise. Et oui, c'est Cap Omega qui m'a permis de donner lieu pleinement au projet Isanka, puisqu'avant, j'avais un petit bureau à 7, mais clairement pas la place pour y faire un studio. Donc, c'est à Cap Omega que tout a pris forme, en fait. Donc, c'est à Cap Omega que j'ai pu avoir et l'agence et le studio. Et on est là maintenant depuis un peu plus d'1 an. Comment tu vis cette aventure au quotidien? Ah, quel kiff! Clairement, monter une boîte, la faire grossir, aller chercher des nouveaux paliers et cetera, c'est épuisant, on va pas se mentir. C'est une charge mentale de fou furieux, mais il y a aller négocier avec des clients, aller chercher des partenaires, recruter, onboarder, délivrer et cetera. Enfin, voilà, tout ce qui fait partie du package quand tu montes une boîte. Il y a des fois où on est fatigué, on va pas se mentir, où la charge mentale, elle est un peu trop, peut-être un peu trop intense sur une courte période. Mais moi, justement, c'est ça qui me régale, en fait. Si c'était tout lisse et tout linéaire, je pense que je m'ennuierais. Et tu t'es lancé un petit peu comme ça? Non. T'avais quand même réfléchi à ce que tu voulais faire quand tu dis que tu voulais créer un espace dédié à la com. En fait, c'est un projet que je réfléchissais de plus en plus et justement avec l'incubation des premières Occitanie et les différents ateliers, le coaching et cetera, ça vient te challenger, ça vient te tu as plein d'avis extérieurs qui te permettent de te recentrer, de mieux structurer ton projet. Moi, à côté, j'avais fini ma période de rééducation, mais j'étais toujours freelance aussi. Donc, en fait, ça a été une bascule entre freelance et cette partie agence/com lab, on l'appelle comme on veut. Et donc je suis partie de zéro dans le sens où, créer une société, je sais pas le faire. Mais j'avais aussi quelques clients qui ont été assez fous pour me suivre dans cette transformation et clairement l'appui, de l'incubateur a été mais ultra important pour ça. Surtout qu'on connaît un petit peu parfois le pourcentage de réussite des entreprises dans Oui. les incubateurs qui est bon, variable, quoi, hein. C'est variable, mais après, bon, l'incubateur, ils sont là pour te proposer des ateliers. Par exemple, les premières Occitanie, ça va être comment faire un business plan, avoir une posture de chef d'entreprise, vendre une offre, la structurer, recruter. Enfin, tu vois plein de choses. Il y a du coaching, on t'entraîne à pitcher aussi, à Tu t'es défendre. senti suffisamment accompagné Oui, justement là dans tout ce process? oui, parce que quand tu es freelance, tu as tes habitudes, etc. Et quand tu veux lancer un projet comme ça, le lancer au talent, je trouve ça un peu dangereux, je trouve et ça m'a permis de me poser des questions, de prendre du recul, d'être challengée et ouais, ça a été mais hyper, important, hyper intéressant d'être incubée aux premières. Isanka, c'est une agence de com, OK, mais pas comme les autres. Pourquoi? Parce que déjà, j'aime pas faire comme tout le monde et puis aussi les agences de com ont l'image, de requin, dans le sens où, ça coûte une blinde pour pas grand chose et cetera, machin. Il y a, pour tous les métiers, on a certaines, images qui sont véhiculées et les agences de com souffrent de l'image des gros requins, des gros rapaces et cetera. C'est un milieu qui est pas facile, ça par contre c'est vrai. Mais nous en fait, déjà il y a la partie agence, il y a la partie studio, donc on combine les 2 en fait et on a une approche qui est vraiment centrée sur le besoin du client. Moi, souvent, on me dit: «C'est quoi ta typologie de client? C'est quoi ta cible?» et en fait, moi, je pars plus du problème que je résous parce que ça soit une petite entreprise, ou un grand groupe, une entreprise française, un artisan, un solopreneur, peu importe, en fait, ils ont tous des problématiques communes et moi, mon expérience de presque 10 ans en freelance, j'ai travaillé, je faisais que de la rédaction. Pour certains, je faisais du SEO. Pour certains, j'avais un peu l'étiquette de chef de projet édito. J'ai toujours été à l'écoute des clients et de leurs problématiques et j'ai intégré des projets plus ou moins ambitieux aussi avec pour des startups américaines et cetera et ça m'a permis d'identifier des problématiques communes. Donc moi-même, quand je décris mon persona,
je pars de sa problématique. Donc et je pense que c'est ça qui nous permet aussi de faire la différence, c'est que on connaît vraiment le problème de notre cible et on sait comment le résoudre. C'est quoi la valeur ajoutée, qu'Isanka propose? Je pense qu'une des valeurs ajoutées, c'est qu'on a la partie agence et la partie studio, donc on peut te fournir, une presta vraiment tout, tout compris et on a une équipe aussi de traducteurs et de copywriters qui sont natifs. Donc on peut aider une entreprise à aller sur le marché international comme une entreprise étrangère à venir sur le marché francophone. Et qu'est-ce que tu penses, de la communication de façon générale? Qu'est-ce qui te passionne dans ce milieu? En fait, ce qui est cool avec la com, c'est que ça évolue tout le temps, tu as pas le temps de t'ennuyer. Et que, en fait, peu importe le type de projet et cetera, faut constamment, faire appel à la créativité, jamais rester sur ses acquis et cetera. Et c'est ce côté un peu challenge, se renouveler, faire preuve d'audace et de créativité qui me plaît bien, en fait. Qu'est-ce que tu penses du fait que, par exemple, la communication, ça manque un petit peu parfois de concret? Ça a un peu moi, j'ai un peu ce cliché que ça manque de fun, que ça manque de justement de choses matérielles. C'est plus du on va te vendre quelque chose, mais imagé justement, c'est pas vraiment matériel. En fait, ce qui joue contre la com aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'y prennent pas assez en avance. Souvent, je vois, j'ai des prospects qui me disent: «Sophie, il me faut des clients, il faut que je communique». Alors non. Il faut que tu communiques tout le temps, et c'est pas quand tu as besoin de clients qu'il faut venir me voir. Quand tu as besoin de clients, il faut aller voir t une équipe commerciale. Moi, je suis pas là pour ça. Donc moi, je suis là pour te donner de la visibilité, te booster, mettre en avant ton offre, ton produit, ton service, mais je suis pas en fait, je suis là pour travailler avec ton pôle acquisition, pour venir en soutien là-dessus. Parce que créer des postes pour créer des postes, zéro intérêt. Faut valoriser ton expertise et ton offre. Mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est que si tu as besoin de clients, c'est trop tard, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Ou Ouais. alors on pourra faire une campagne de SEA, à la limite, faire de l'Ads. Mais c'est le truc que je remarque le plus, c'est que la com, elle est pas assez prise au sérieux. Enfin, au sérieux, je m'entends quand je dis ça. C'est que c'est un peu négligé, les gens le mettent en place un peu trop tard et ils oublient que, si tu pas visible, ça va être compliqué d'aller chercher du client ou aussi des investisseurs. Est-ce que tu as un exemple, d'entreprise qui pour toi, performe vraiment dans ce domaine? Il y a beaucoup de marques qui sont très bonnes dans leur com. Il y a par exemple, Burger King ou des Decathlon aussi qui savent bien rebondir sur les réseaux et cetera. Après, la marque ultime en communication, non, j'en ai pas, parce que, il y a tellement de domaines, il y a tellement de marques, il y a tellement de stratégies, différentes que voilà, mais là, c'est les premiers exemples qui me viennent à l'esprit donc ouais, je citerai ça. Et comment est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit: «Ouais, mais la communication, ça manque de fun, ça manque d'innovation»? C'est peut-être que tu fais pas assez ta veille, en fait. Parce que si tu fais un peu de veille et si tu creuses un petit peu, tu peux voir que, surtout en ce moment avec l'IA, par exemple, tu as un boulevard pour t'amuser, pour, sortir des sentiers battus, pour créer quelque chose de nouveau. Mais, si tu t'y intéresses pas ou si tu pars du principe que la com, c'est chiant, c'est barbant et cetera, tu pars vraiment de loin. Donc, creuse un petit peu, fais de la veille, regarde ce que proposent certaines marques et tu verras que mine de rien, tu as de quoi t'amuser. Quels sont tes objectifs pour les années à venir, Sanka? Mes objectifs pour les années à À venir. court terme, si on regarde dans 1 ou 2 années, que ça soit en termes de choses que tu aimerais réaliser ou J'aimerais avoir des locaux plus grands, pourquoi pas avoir, des studios plus grands sur Montpellier ou peut-être qu'il y aura un autre studio Isanka sur Montpellier, va savoir. Mais je pense aussi que je vais ouvrir, des antennes, dans d'autres villes. J'en dis pas plus, je veux pas m'auto-spoiler, mais c'est clairement dans la roadmap. Est-ce que tu as une crainte, tu as des craintes à parler de ton ambition, au travail, autour de tes collègues ou les gens que tu fréquentes? Avant, j'avais, pas peur de parler de mon ambition, mais j'avais un syndrome de l'imposteur, j'assumais pas du tout. Je me disais: «Mais tu es qui pour vouloir faire ça? Tu es qui pour créer ça?» Enfin, et puis après, je me suis dit: «Je suis Sophie Samlanca, j'ai envie de fonder, Isanka, j'ai envie de l'amener loin. Je vais pas m'excuser de ça». Donc non, maintenant, j'en parle, beaucoup plus facilement. Je travaille sur moi, hein, on va pas se mentir.
Mais ce syndrome de l'imposteur, quand il revient sur l'épaule, je lui mets un petit taquet là et et je lui dis: «Laisse-moi tranquille et non, j'ai de l'ambition et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je me donne toutes les chances et j'ai aucun problème à en parler». Je vais t'amener vers la case du développement personnel. Comment est-ce que tu ferais le point, en fait, sur, ton avancée depuis que tu as créé, Isanka, que tu as accompli un peu cet objectif professionnel qui était d'amener un studio? Mmh. Comment est-ce que, qu'est-ce qui a changé, en fait, dans toi au quotidien, peut-être? En fait, moi, ce qui me permet d'avancer aussi, c'est que j'ai des copains entrepreneurs qui sont ici. De temps en temps, on se fait un petit un déj, un truc complètement informel qui est pas du tout programmé. Et ça permet de se donner des petits retours d'expérience aussi. On se donne des tips, enfin voilà et ça, c'est hyper important et c'est ce qui me plaît ici aussi, c'est qu'il y a plein d'entreprises, il y a plein d'entrepreneurs, certains avec des stades plus ou moins avancés et ça fait du bien. Après, pour autant, je me compare pas aux autres parce que chacun a son projet, chacun a sa boîte, chacun a ses objectifs. Mais ces moments, avec les autres entrepreneurs, clairement, font du bien. On sait que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup, des courtes périodes assez intenses, Mmh. fait que on a besoin d'avoir une équipe soudée. Mmh. Ça peut amener à beaucoup de turnover et on sait que, bah, il y a une cohésion qui est très importante. Comment est-ce que tu gères, toi, ton équipe et ton management, ton En f recrutement, en fait? En fait, moi, j'ai commencé avec, des freelances et j'ai très rapidement inclus des profils en alternance dans l'entreprise parce que je pense aussi que c'est un biais que j'ai là. J'ai envie de donner la chance à des jeunes, tant mieux si ça peut leur faire mettre le pied à l'étrier. Mais, j'ai ce mix entre, freelance et alternant et toi qui est là en stage aussi, qui vient de démarrer. En fait, c'est ce mix-là qui, je pense, me plaît bien parce que même si je sais que je vais salarier très prochainement, quelques personnes, j'ai envie de donner la chance un peu à tout le monde et si tout le monde peut s'éclater, ça me va. J'ai des freelances qui sont mais incroyables, au quotidien et coucou Isabelle, coucou Lucas, coucou Adeline aussi, enfin tous les autres Mirko et cetera et en fait, c'est ce melting pot qui, je pense, fait aussi un petit peu la différence. C'est-à-dire qu'il y a des freelances qui sont un peu plus avancés, un peu plus chevronnés que les autres et qui hésitent pas à donner des tips. Il y a, des alternants qui arrivent avec un œil complètement nouveau alternants ou stagiaires, pardon, qui arrivent avec un œil complètement nouveau, qui viennent bien te challenger, te remettre en question et c'est ça que j'aime beaucoup et comme je disais, au tout début, moi, il y a les 3 valeurs, c'est la confiance, la transparence et j'ai mangé l'autre. La confiance, la transparence et l'entraide et je trouve que cette équipe matche bien avec ça et des fois, il faut accepter que des personnes, finalement, par exemple, travailler dans une entreprise où il y a plusieurs projets, plusieurs clients, ça leur fait peur et finalement, c'est pas pour eux, c'est OK et on se quitte comme ça. Il y a des personnes aussi qui sont là juste pour une courte période et qui te le disent et c'est OK aussi. Ou il y en a d'autres, en fait, l'entreprise avance et ils sont plus forcément alignés avec ça. C'est complètement OK. Comme d'autres, ils ont embarqué très tôt dans le projet. Je pense notamment à Léo. Il a démarré ici en stage de longue durée. Maintenant, il est en alternance. Il fait quoi, Léo? Léo, il est caché, mais il ne le sait pas encore, mais on va le sortir de derrière la caméra. Il va venir un peu plus devant la caméra. Et Léo, il est caché. C'est le Spielberg d'Isanka. Il est sur la partie audiovisuelle et c'est un super élément. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi, des fois, à me remettre un peu à ma place, à me dire ah bon, là, j'ai rien compris, tu m'as mal expliqué. Ou là, Sophie, attends, on va plutôt faire ça comme ça. Je suis complètement OK avec ça. Donc, ouais, ouais, l'équipe, là, je pense avoir trouvé un noyau sympa et c'est très cool. Moi, c'est une question que j'ai un petit peu comme ça au hasard. Je sais que c'est des certaines boîtes qui le font. Est-ce que tu serais pour la semaine de 4 jours? Ça a fait polémique sur un moment, mais il y a certaines entreprises, des grosses boîtes qui ont instauré cette règle-là. Est-ce que toi, par exemple, ça matcherait avec, ton équipe de leur proposer du 4 jours de travail dans la semaine et 3 jours de repos? C'est une question que je me suis pas trop posée, pour être honnête avec toi. Le remote, je reconnais que j'ai du mal, parce que, justement l'équipe elle est toute jeune, l'entreprise elle est toute jeune
l'équipe aussi. Et je trouve que pour fédérer, c'est bien qu'on se voit. Maintenant, quelqu'un qui a fini son taf et qui me dit: «Bah, là, Sophie, vas-y, faire du présentéisme pour rester, ça m'intéresse pas. Donc si ton taf, il est fini et que, beh, tu as fini 1 heure avant, j'en sais rien, ben, vas-y». Ou si tu me dis: «Là, j'ai plus de jus de cerveau et je sais que l'heure qui reste, je vais faire n'importe quoi», ben, j'aime autant que tu t'en ailles ou enfin, ouais, pourquoi pas. Mais le remote, je reconnais que j'ai un peu plus de mal parce que j'ai besoin et envie de fédérer une équipe et je le vois parce que j'ai fait partie en tant que freelance d'équipes où on était tous éclatés, par exemple, soit, dans le monde ou dans le pays et tu pas l'esprit d'équipe, c'est pas parce que tu te vois en visio une fois par semaine que ça y est, c'est la fête. Donc faire du télétravail, je suis pas contre, mais au début, je trouve que c'est bien qu'on se voit tous Ouais. pour créer ce lien vraiment d'équipe, en fait. C'est quoi pour toi une équipe, de choc? Une équipe de choc, c'est une équipe qui sait se parler. C'est une équipe qui va se challenger, qui va se donner des tips, qui va se tirer vers le haut. Moi, je suis pas trop pour le cliché de l'équipe qui vit ensemble, on est une famille et cetera. Non, pas du tout. Moi, je suis pas là pour être la famille de mes salariés. Par contre, qu'on soit une équipe qui s'entend bien, qui avance ensemble, qui a pas peur d'avoir de l'audace, qui sait aussi dire: «Ça, je sais pas faire, j'ai besoin d'aide» ou comme je disais tout à l'heure, Léo qui des fois vient me challenger sur des trucs, mais pour moi, c'est ça une bonne équipe, en fait. Ouais. C'est pas des profils tout lisses qui restent à leur place et cetera. D'ailleurs, moi, la première, j'ai aucun problème à dire, c'est pas parce que tu es en stage que tu peux pas proposer d'idées, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, c'est dire aussi quand ça va pas. Être Dire quand ouvert, ça va, dire quand ça va pas, dire quand tu sais pas faire, dire que, ben, là, t'es à côté de tes pompes et tu vas pas bien bosser aussi. Ça peut arriver, on est tous humains et pour moi, l'équipe idéale, c'est, ben, OK, là, tu as besoin d'un temps, ben, regarde, il y a le reste de l'équipe qui est là, qui prend le relais. Enfin, la base, quoi. c'est quoi ta vision, avec ton équipe, dans les mois à venir? Ma vision avec l'équipe, c'est que quelqu'un qui, à l'instant T, a tel poste, mais qui veut évoluer, on en discute et j'ai aucun problème avec ça. Je préfère quelqu'un qui me dit: «Là, Sophie, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire plus». Ou finalement, ce poste-là me plaît bien, mais j'aimerais bien aller découvrir ça. OK, on en discute et pourquoi pas. Pars du principe qu'on évolue tous, une carrière évolue, on a tellement besoin de kiffer ce qu'on fait au boulot que voilà. Mais si quelqu'un de mon équipe me dit: «J'ai envie d'évoluer» ou «J'ai envie de découvrir ça», ben OK, voyons comment on peut faire ça. Bah, merci en tout cas pour, ce petit moment, ce que tu nous as partagé. Merci à ceux qui nous ont aussi écoutés et si ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à me dire, ce que vous en avez pensé. Oui, parce qu'en plus, c'est pas tous les jours que je me mets, comme ça sur le devant de la scène, donc s'il vous plaît! Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et que si ça a pu, en inspirer quelques-uns, ben, c'est tant mieux. Et merci beaucoup à toi surtout. Merci à toi Camille.